Arrêté à cette étape de calcul, au niveau de la diapositive 227, nous sommes en train de clôturer cette série relative aux réactions hétérogènes. J'avais préalablement traité le cas de la réaction chimique hétérogène rapide, c'est-à-dire que la transformation de A en B était instantanée et irréversible. Ce qu'on pouvait remarquer à travers la résolution mathématique de ce phénomène, c'est que malgré l'existence de la réaction chimique, elle n'apparaissait pas dans le terme de réaction, mais elle n'apparaissait uniquement comme condition aux limites, puisqu'on ne la voyait pas apparaître dans l'équation de continuité. Ce que l'on pouvait aussi dire, c'est que pour qu'il y ait cette réaction instantanée, il fallait d'abord qu'il y ait une première diffusion dans le film gazeux qui entoure le catalyseur, une diffusion, puis la réaction chimique viennent juste après. C'est-à-dire nous avons une succession de deux phénomènes. D'abord la diffusion à travers le film gazeux qui entoure la particule ou bien le catalyseur, puis la réaction chimique sur la surface catalytique. Et nous avons aussi conclu qu'étant donné la rapidité de la réaction, l'étape limitante était la diffusion. C'était l'étape limitante du transfert de masse. À présent, nous allons voir le deuxième cas. Nous avions dit que si la réaction n'était pas rapide, qu'advenait-il de nos résultats et comment allait-on s'en sortir pour déterminer les concentrations de l'espèce A au niveau de la surface du catalyseur. C'est ce qu'on va essayer de considérer à travers ce choix. Je vais donc considérer que la disparition de A suit une cinétique d'ordre 1. Donc c'est une réaction lente. A se transforme en B, certes, mais pas instantanément. C'est une réaction qui est lente et qui est traduite par une disparition de A qui est proportionnelle à la concentration. Donc je vais un peu expliquer tout ceci dans la diapo qui vient juste après. Donc je considère, pour les besoins de cette application, une disparition de A proportionnelle à la concentration A au niveau de la surface catalytique. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Ça veut juste dire que NA sera égal à Kc à la puissance 1, c'est-à-dire Kca, comme ceci. Donc la densité de flux au niveau de la surface catalytique, elle suit une réaction d'ordre 1, c'est-à-dire la transformation de A en B, suit une cinétique d'ordre 1, Kc. Comme nous avons défini la fraction molaire comme étant Ca sur C total, je peux remplacer, parce que je suis en train de chercher, YA, la fraction molaire. Donc je sais que YA, c'est Ca sur C total, la concentration molaire de mélange. Je peux donc basculer de Ca à la fraction molaire au niveau de la surface catalytique. Si bien que maintenant je peux extraire Y en Z égale à delta, c'est-à-dire YA2. En Z égale à delta, c'est-à-dire YA2. Donc je trouve YA2 qui est égal à NA au niveau de la surface du catalyseur sur CK. Mais comme nous avons déjà précisé que NA était constant, il était constant puisque nous l'avons déjà dit, il n'y avait pas de réaction chimique dans le sens où ça apparaîtrait dans le second membre évidemment. L'écoulement était unidirectionnel stationnaire, par conséquent NA se conservait, on avait déjà démontré ça lors de l'établissement de l'équation de bilan. Et donc par conséquent, NA, delta égale à exactement NA. Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer ici YA2 par NA sur CK. Donc je remplace ici, voici à quoi nous aboutissons une fois qu'on a remplacé la condition aux limites au niveau de la surface catalytique, c'est-à-dire YA2 par NA sur CK, puis nous avons choisi, pour les besoins de cette application, que la disparition suivait une cinétique d'ordre 1. J'aurais pu choisir une cinétique d'ordre 1,5, d'ordre 2, mais ça aurait juste compliqué un peu plus le problème d'un point de vue résultats finaux. Bien, continuons. Allons à présent déterminer la suite, c'est-à-dire nous allons déterminer NA, puisque NA il est au premier membre, mais il est également au second membre. Malheureusement, c'est l'argument du logarithme népérien. Il faut que je trouve une solution parce que là, je ne pourrai pas extraire NA. Il est là, mais il est également là. Mais il est surtout dans l'argument
de la fonction logarithme népérien. Donc je vais faire quoi? Je vais d'abord au préalable diviser tout le numérateur et le dénominateur par alpha, alpha a, 1 a sur ck alpha a, et je fais de même pour le dénominateur. Je vais récapituler et démarrer de cette équation dans la prochaine diapositive, comme ceci. Bien, alors j'ai juste fait log de a sur b, c'est log de a fois b si je prends 1 sur 1 moins ya sur alpha. C'est pour ça qu'il y a un signe plus. Je n'ai pas fait ça moins ça, j'ai pris ça, c'est le premier monome, et le second, c'est 1 sur tout cela. C'est pour ça qu'il y a un plus. Bien, je me rends compte que 1a est toujours à l'intérieur du logarithme. Posons u, c'est égal à na sur alpha a ck. Posons u, c'est égal à na sur alpha a ck. Réécrivons na en fonction de u. Voici ce qu'il advient. Bien, je vois apparaître entre crochets log de 1 moins u. Et directement, je pense à effectuer un développement limité de la fonction log de 1 moins u. Ceci est possible seulement si u est très petit devant 1. U très petit devant 1. Si effectivement u est très petit devant 1, ben nous savons log de 1 moins u, c'est moins u. Si je m'arrête à l'ordre 1. Si je m'arrête à l'ordre 1. Simplement, ceci n'est vrai que si u est très petit devant 1. Mais dire que u est très petit devant 1 revient à dire que k est grand. La constante de vitesse k est grand. Pour que u soit très petit devant 1, il faut que k soit grand. Une fois que j'ai fait ça, ben voilà, je vais pouvoir linéariser cette fonction logarithmique et dire que log de 1 moins u, ça va juste être égal à moins u. J'écris ça, na sera à peu près égal à ceci, et ici je mets juste le moins u, c'est-à-dire moins na sur alpha a ck. Voilà, je m'en suis sorti. À présent, n'oublions pas, pour effectuer ce développement limité, j'ai dû prendre u très petit devant 1, c'est-à-dire k, la constante de vitesse, très grande. Alors allons maintenant porter ces résultats dans la diapo 232. Nous aboutissons à ceci. Là, je peux maintenant, je le vois apparaître, il y a na ici au premier membre, mais également dans le second membre, je pourrais les mettre en facteur et dire que na sera égal à 1 moins tout ceci. Comme ceci, il y a une simplification, enfin deux simplifications qui apparaissent, les concentrations molaires de mélange et les alpha A. Je simplifie, j'aboutis à cette relation. Voilà, donc j'ai trouvé l'expression de la densité de flux qui arrive sur le catalyseur. La voici. NB pour le trouver, rappelez-vous, on avait dit que NB, c'était moins 1,5 de Na. Si on vous demandait, on vous posait l'autre question, déterminer le nombre de moles de B qui quittent le catalyseur. On avait fait ça, je remonte juste un tout petit peu en arrière pour vous montrer qu'à l'aide des coefficients stoichiométriques, nous avions déterminé la relation qui reliait Na et Nb, la voici. Je vous avais dit qu'il fallait simplement regarder les coefficients stoichiométriques et conclure que Na sur 2 avec un signe moins, puisque c'est une disparition, c'est égal à Nb sur le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 1 avec un signe plus. Nous avons dit que Nb c'était moins 1,5 de Na. Donc si on nous demandait quelle serait la densité de flux de B qui quitterait le catalyseur, ça serait 1,5 de Na, et le signe moins serait là pour nous dire qu'on est en train de diffuser dans le sens contraire de l'axe des êtres que nous avons choisi, dirigé vers la droite. Bien, je continue donc. Je suis arrivé à cette étape, non, un peu plus loin. Donc j'ai déterminé Na. Nous allons maintenant, dans la prochaine diapositive, discuter des éventualités, des cas limites. Voici ce que j'obtiens, mais je me rends compte que le terme DAB sur K1 sur K delta, c'est lui qui
qui gouverne, en fait, c'est lui qui va me dicter, selon que je sois dans une étape où ce serait la diffusion qui gouverne le transfert de masse, ou alors c'est la réaction chimique qui gouverne le transfert de masse. Je m'explique. Alors, premier cas, nous avons considéré un premier cas où la constante de vitesse, comme nous l'avons dit, elle serait très grande. La constante de vitesse K est très grande. Donc, si la constante de vitesse est très grande, ceci veut dire que dAB sur K delta, eh bien, il va être très petit, devant 1. Si bien que je pourrais négliger dAB sur K delta devant 1. Ce qui fait que NA se réduit à ceci. Je retrouve exactement la densité de flux sans réaction chimique. Qu'est-ce que j'en conclus? Le mécanisme de transfert, il est contrôlé, il est dicté, il est gouverné par la diffusion, qui, elle, est l'étape limitante. C'est elle l'étape limitante, c'est-à-dire que pour que le soluté A atteigne le catalyseur, l'étape limitante, c'est la diffusion uniquement. C'est uniquement la diffusion. Maintenant, regardons le second cas. C'est un second cas qui est le contraire du premier, savoir lorsque K est petit. K est petit, ceci veut dire que dAB sur K delta va être... Et là, je me suis trompé. Désolé. Là, il faudrait que je mette très grand. Je reprends. Pour ce second cas, où inversement au premier, la constante de vitesse est très petite, en conséquence, dAB sur K delta sera très grand, ce qui veut dire que je pourrais négliger le 1 devant ceci et écrire cela. Qu'est-ce que je viens de retrouver? Il n'y a plus de coefficient de diffusion, contrairement au premier cas. Il n'existe plus. Ceci veut dire que c'est la réaction chimique qui gouverne le transfert de masse. C'est elle l'étape limitante. C'est elle l'étape limitante. Voilà, je vais juste maintenant aller vous présenter les concentrations en termes de fractions molaires et terminer cette série relative aux réactions hétérogènes. Donc reprenons, nous avons établi que pour le profil de concentration, il fallait juste remplacer YA2 par Na sur CK, c'est ce que je vais faire là maintenant. Donc YA2, je vais le remplacer par Na sur CK, comme ceci. Puis, je vais d'abord commencer par mettre le dénominateur du premier membre au second membre et diviser tout le monde par alpha A, comme ceci. Puis, je me rends compte que ici il y a 1 moins YA sur alpha A, et ici il y a la même chose, 1 moins YA1 sur alpha 1. Je vais donc séparer ceci en deux. Je vais écrire comme cela. Et j'ai ici la puissance 1, et ici, si je mets ça au numérateur, moins Z sur delta. Par conséquent, voilà le résultat auquel je voulais aboutir. Ça et ça sont là. Ils sont tous les deux là. Et ça, le voici. Voici donc le profil de concentration en termes de fraction molaire. Je récapitule maintenant dans la prochaine diapositive tous les résultats, c'est-à-dire ceux relatifs à la densité de flux molaire et ceux du profil de concentration, de la fraction molaire. Donc la densité de flux molaire, la voici, et le profil de concentration, le voilà. Donc tout ceci, qu'est-ce que je fais ensuite? Je ne vais pas le faire, il suffit juste de remplacer alpha A partout par 2. Partout, il faut remplacer par 2. Donc voilà, ceci termine cette séance, mais je voudrais revenir sur une petite chose. J'avais déjà parlé de ça. Donc ça, c'est un peu l'explication de tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons commencé par déterminer la relation qui reliait Na et Nb. La voici. Aujourd'hui, j'ai choisi le fait que ce soit une réaction de dimérisation. Il me faut 2 moles de A pour donner B. Donc la relation est la suivante. Alpha était égal à 2. Puis j'ai considéré les deux cas, soit une réaction instantanée, rapide, irréversible. Ceci veut dire que A
se transforme instantanément lorsqu'il se met sur la surface catalytique en B. Et l'étape limitante dans ce cas, ce serait uniquement la diffusion à travers le film gazeux stagnant qui entoure le catalyseur. Le deuxième cas, c'est le cas d'une réaction lente, et j'ai choisi le cas d'une réaction d'ordre 1, une cinétique d'ordre 1, comme ceci. Donc tout ceci, je l'ai fait, comme je l'ai dit, avec ce type de réaction. En fait, je me suis placé d'emblée dans le cas d'une contre-diffusion non équimolaire. Non équimolaire. Mais j'aurais pu, si j'avais considéré l'exemple que je vous avais déjà présenté, l'exemple du carbone avec de l'oxygène qui donnait du dioxyde de carbone. Rappelez-vous de la réaction, je vais y aller rapidement pour vous la montrer. Je vous avais mis dans une des diapositives quand je vous avais dit que dans tous les ouvrages, ce qui était présenté comme le plus important, c'était deux cas, la contre-diffusion équimoléculaire et la diffusion d'un actif à travers un inerte. C'était le seul cas qui était présenté, enfin, les seuls cas qui étaient toujours mis en avant. La question était pourquoi? Je vous avais dit, parce que déjà, c'était plutôt la diffusion d'un actif à travers l'inerte qui était la plus répandue. Elle intervenait pratiquement dans toutes les opérations unitaires, à l'exception de la distillation, qui, elle, était concernée par la contre-diffusion équimoléculaire. Mais il y avait également le cas des systèmes très dilués, pour lesquels le terme de transport était négligeable, ce qui nous plaçait comme un espèce de contre-diffusion équimoléculaire, puisque le terme transport était négligeable, comme dans le cas de la contre-diffusion équimoléculaire, où là, il est égal à 0. Mais il y avait également le cas que je vous ai présenté, où je vous ai dit il pourrait y avoir aussi une diffusion non équimoléculaire, et c'est le cas aujourd'hui, avec la réaction hétérogène que j'ai fait avec vous aujourd'hui, qui concernait, comme je l'avais dit, c'était une dimérisation, j'avais du O qui arrivait, et il y avait un départ de O2. J'aurais pu considérer le même cas aujourd'hui et parler de cette réaction-là. Pas celle-là, celle-ci, le deuxième cas. Le charbon, il y a de l'oxygène qui arrive, il y a un départ de dioxyde de carbone. Et là, j'aurais eu un exemple de contre-diffusion équimoléculaire dans le cas d'une réaction hétérogène. Donc maintenant, vous savez comment est-ce qu'il faudrait entreprendre la résolution à l'aide de la méthode de alpha A. C'est très rapide. Ça me permet donc, regardez bien, de retrouver tous les cas que nous avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire la diffusion d'un actif à travers un inerte, d'un actif à travers un mélange inerte, de la contre-diffusion équimoléculaire, de la diffusion avec réaction chimique hétérogène, aussi bien rapide ou lente, en restant en coordonnées cartésiennes, évidemment. Ou alors, même si on est en coordonnées cylindriques, il faudrait qu'il y ait une diffusion axiale, pas radiale comme on l'a vu à propos du bâtonnet de naphthalène. Donc voilà, c'est une méthode très puissante qui me permet de rendre compte de tous ces problèmes-là. Il suffit juste de retrouver alpha et de mettre alpha pour retrouver les résultats que vous recherchez. Voilà, ceci termine cette deuxième partie des réactions dites hétérogènes. Ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante, c'est que dès que vous avez une réaction qui concerne un système fluide-solide, si votre système est fluide-solide, c'est une réaction hétérogène, eh bien le taux de production n'apparaîtra pas dans l'équation de continuité. Par conséquent, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent reste valable. Où sera la différence? Elle sera uniquement au niveau des conditions aux limites, concernant la fraction molaire de l'espèce A sur la surface du catalyseur. Et là, il y a deux cas. Soit la réaction est rapide, c'est-à-dire que la transformation de A en B est instantanée. Donc A ne peut exister sur la surface du catalyseur. On en conclut que YA au niveau du catalyseur, c'est-à-dire que YA2 égale à 0. Sinon, c'est le deuxième cas qui s'offre à vous. C'est une cinétique qui va se mettre en place. Et là, vous avez beaucoup de cas. Une cinétique d'ordre 1, demi-d'ordre 1, comme celle que j'ai prise aujourd'hui, ou alors d'ordre 2. Où est-ce qu'elle va être à difficulté? Elle sera purement mathématique. C'est tout. La difficulté sera mathématique parce que plus j'augmente l'ordre de la réaction, plus ça sera compliqué. Vous avez vu aujourd'hui ce que j'ai dû faire pour tirer un A. J'ai dû passer par une linéarisation de la fonction logarithme. Et chaque fois, il faudra trouver une astuce pour pouvoir avoir ces relations d'une manière simple. Voilà. Donc ceci termine cette partie relative aux réactions hétérogènes. La séance prochaine, nous aborderons les réactions dites homogènes, où dans ce cas, la réaction
va envahir tout le volume qui lui est offert. Tout le volume sera concerné par cette réaction. Il s'agira des mélanges, enfin des liquides ou des gaz. On verra pour cette occasion deux exemples. Nous verrons une absorption telle que je l'ai présentée dans une des séances précédentes. Ce sera par exemple du CO2 qui va être absorbé dans une solution alcaline telle que NaOH. Nous verrons aussi une deuxième application, il s'agira d'un barbotage. Donc ces deux réactions homogènes seront vues et présentées la fois prochaine, je l'espère. Voilà, j'espère que c'était un peu clair. Si ce n'est pas le cas, adressez-moi vos commentaires et vos critiques. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère. Merci de votre attention et au revoir.